À la fin de ce cours, nous devons être capables de comprendre le rationnel des associations thérapeutiques dans l'hypertension artérielle, ce qui nous permettra de réaliser des combinaisons thérapeutiques dans l'hypertension et surtout d'identifier les bonnes combinaisons thérapeutiques selon le profil du patient. Donc voilà un peu les objectifs qui sont facilement atteignables et pour ce cours très intéressant, nous proposons le plan suivant. Dans un premier temps, nous parlerons du rationnel des combinaisons thérapeutiques après l'introduction, le rationnel clinique, pharmacologique et puis socio-économique aussi, sans doute. Du point de vue des caractéristiques et propriétés des combinaisons thérapeutiques, nous décrirons les bithérapies et les trithérapies. Et puis enfin, nous parlerons du choix des combinaisons selon les indications préférentielles, avant de conclure. Pour ce cours, nous devons comprendre un certain nombre de définitions, ou bien intégrer un certain nombre de définitions. La première définition, c'est l'association. Quand on parle d'association, association fixe, ce sont les bithérapies ou les trithérapies. On parle de bithérapie lorsqu'il s'agit de deux associations de deux monothérapies appartenant à des classes différentes ou des sous-classes différentes d'antihypertenseurs, par exemple un inhibiteur calcique et un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine 2, un bêta-bloquant et un diurétique. Ce sont des bithérapies. On parle de bithérapie fixe lorsque les deux monothérapies sont dans le même comprimé. Par exemple, si je prends par exemple le ténorétique, c'est un comprimé dans lequel on a un bêta-bloquant et un diurétique. Donc il y a ce type de bithérapie là. Maintenant, les bithérapies libres, c'est deux monothérapies qui ne sont pas dans le même comprimé. Par exemple, je prends une gélule d'amlodipine et puis un comprimé de captopril. Et si le malade prend les deux médicaments, on dirait qu'il a une bithérapie libre. Une bithérapie, bien sûr, ce n'est pas l'association de deux antihypertenseurs de la même famille ayant les mêmes propriétés. Par exemple, on n'associe pas deux IEC ou bien deux ARA2, deux antagonistes des récepteurs d'angiotensine 2 ne sont pas associables. Par contre, une bithérapie, ce n'est pas non plus l'association de deux médicaments de propriétés et de classes différentes. Par exemple, un antihypertenseur et un antibiotique, ça ne sera pas une bithérapie, on ne parlera pas de bithérapie, mais on pourra parler éventuellement de polypile si ces médicaments sont destinés à traiter la même affection. Alors, quel est le rationnel des combinaisons thérapeutiques dans l'hypertension artérielle? Il y a des motifs cliniques et il y a des motifs pharmacologiques. Concernant les motifs cliniques, il faut savoir que la première raison pour laquelle on a pensé aux combinaisons thérapeutiques aussi fortement, c'est que l'hypertension artérielle est mal contrôlée dans le monde, insuffisamment contrôlée. Dans les pays dits développés, le contrôle atteint 30 à 40%. Dans nos pays, notamment en Afrique subsaharienne, on a un contrôle seulement de 7%. Et on estime que du milliard d'hypertendus dans le monde, il y a seulement 20% d'hypertendus qui sont effectivement contrôlés. 20%, c'est pas grand-chose. Donc, pour cette raison, il faut revoir les stratégies qui ont gouverné donc, la prise en charge de l'hypertension artérielle pendant des décennies, qui recommandait de commencer par une monothérapie, cette prise en charge. Donc, par conséquent, il est recommandé, en raison du fait qu'avec cette stratégie qui commence par la monothérapie, de voir si on ne peut pas commencer par la bithérapie. Donc voilà ce qui implique ce constat. Deuxième constat, la monothérapie est insuffisante.
dans des essais randomisés versus placebo, bien versus une autre thérapie, on constate que c'est seulement 50 à 55% des hypertendus qui arrivent à être contrôlés par une monothérapie. Enfin, 30 à 60%, pardon. Et selon le type d'antihypertension que vous prenez. Avec les diurétiques thiazides, c'est 50-55%. Avec les IEC, ce serait 50-60%. Avec les inhibiteurs calciques, ce serait 40-60%. Mais dans tous les cas, avec une monothérapie, on ne contrôle pas tous les hypertendus. Alors, cette assertion a été faite aussi au cours des essais cliniques randomisés à double aveugle. Les grands essais cliniques comme l'essai MDRD, l'essai HOT, l'essai RENAL, l'essai UKPDS sur ASCOT ont montré qu'avec un seul agent, ce n'était pas suffisant pour contrôler la pression et plusieurs agents étaient souvent nécessaires pour stabiliser la tension dans ces essais cliniques. Ainsi, au cours des méta-analyses, on s'est rendu compte que pour stabiliser un agent, pour stabiliser 33% des hypertendus dans ces essais, il avait fallu un médicament, donc une monothérapie. 66%, il fallait une bithérapie et 99%, très souvent, il fallait une trithérapie pour contrôler 99% ou plus des hypertendus dans ces études-là. Alors, il y a une autre étude qui a montré que le fait d'augmenter les doses, donc de doubler les doses des antihypertenseurs, n'apportait pas plus, sinon apportait beaucoup moins que le fait de faire des associations, ajouter un autre médicament à ces antihypertenseurs. Je prends un exemple. Vous avez un patient qui est hypertendu, vous lui donnez d'abord du captopril et si il n'est pas bien stabilisé, si vous donnez si vous augmentez la dose du captopril, ce n'est pas idoine, ce n'est pas plus pertinent que si vous associez le captopril avec, par exemple, un diurétique. Donc, cette étude-là a été faite et on a montré que en gris, les associations faisaient beaucoup mieux que l'augmentation des doses dans les couleurs différentes. C'est le cas des thiazidiques, des bêta-bloquants, de l'enzyme de conversion, des inhibiteurs classiques. Et donc, ces études-là ont montré que, aussi que le médicament, l'antihypertenseur, qui augmentait un peu plus son efficacité lorsqu'on augmentait les doses, c'était bien sûr les calcibloquants, qui sont donc plus ou moins dose dépendantes. Une autre étude aussi a démontré que l'observance au traitement est meilleure avec les associations fixes. Ça, ce sont des méta-analyses et lorsqu'on analyse, on voit l'adhérence meilleure. Il y a un trait blanc qu'on ne voit pas très bien ici, un trait gris, pardon. Et tous ceux qui sont sur le côté de ce trait gris qui est là montrent que l'adhérence est meilleure. Et puis ceux qui sont de l'autre côté, où il y a le point, montrent que l'adhérence est meilleure. Les monothérapies se trouvent à gauche, les bithérapies se trouvent à droite, et on voit que de ce côté-là, les bithérapies font mieux que les monothérapies. Et puis l'adhérence pauvre est du côté plus des monothérapies que des bithérapies dans cette deuxième méta-analyse. Donc, les bithérapies font mieux en termes d'adhérence, d'observance thérapeutique que les bithérapies. La persistance du traitement antihypertenseur est meilleure avec les combinaisons thérapeutiques. Les combinaisons thérapeutiques
améliore donc la persistance du traitement. La persistance du traitement, c'est quoi? C'est le fait de continuer le traitement pendant plus d'une année avec le même médicament. Alors, dans la monothérapies, vous voyez que moins de 20% des patients dans cette étude-là continuaient leur traitement avec la monothérapie, alors qu'ils arrêtaient dans plus de 50, voire 60, près de 60% des cas. Et avec les combinaisons fixes, ils gardaient donc ces combinaisons fixes à plus de 25%, et ils arrêtaient à moins de 30% euh, euh, le traitement antihypertenseur. Donc, on a donc un meilleur profil de persistance du traitement avec les combinaisons fixes, et même mieux qu'avec les combinaisons libres. Dans cette revue systématique de Cochrane, portant sur 44 études, on nous démontre que l'observance, la tolérance et le contrôle de l'hypertension sont meilleurs avec les combinaisons thérapeutiques. D'accord? Donc, en vert, c'est ce qui est meilleur. En gris, c'est ce qui est égal. Et puis en rouge, c'est ce qui est moins bien. Donc, vous voyez qu'en termes d'observance, de persistance et de contrôle de la pression artérielle systolique, le vert est meilleur, est plus présent. Ça veut dire que les combinaisons thérapeutiques euh, font mieux que les monothérapies. Pour la diastolique, c'est un peu moins vrai. Il n'y a pas grande différence que les monothérapies ou bien les combinaisons libres. Et puis, dans l'objectif thérapeutique, c'est pas tout à fait vrai aussi. Enfin, il y a cette étude observationnelle qui, sur un an de 44 000 hypertendus italiens, qui a montré que lorsqu'on démarre un traitement avec une combinaison thérapeutique, versus une monothérapie, on diminue le risque de faire des événements cardiovasculaires ou des événements des ischémies cardiaques, donc des cardiopathies ischémiques, que lorsque on commence le traitement avec la monothérapie. D'où qu'il est mieux de commencer le traitement avec une bithérapie. En résumé, nous dirons donc que la monothérapie est limitée dans son efficacité, dans la persistance du traitement et dans le pronostic, et la combinaison fixe est meilleure dans l'efficacité de l'observance, la persistance et le pronostic. Maintenant, quels sont les motifs pharmacologiques, donc quels sont les mécanismes d'action des combinaisons thérapeutiques? Le principe de formation des bithérapies obéit au principe des deux paniers, le panier A et le panier B. Dans le panier A, nous avons des antihypertenseurs qui ont des propriétés plutôt endocriniennes. Les bêta-bloquants vont bloquer donc le système nerveux sympathique, les catécholamines, et à un moindre degré la rénine. Et puis les inhibiteurs de l'angiotensin et les ARA2 vont intervenir sur le système rénine-angiotensin-aldostérone. Par contre, les inhibiteurs calciques et les diurétiques sont des antihypertenseurs de type méthanique, puisque les inhibiteurs calciques vont bloquer donc le, les canaux calciques au niveau des muscles lisses sans passer par un phénomène hormonal, et de ce fait vont entraîner une vasodilatation. Et les diurétiques, quant à eux, vont agir en diminuant, en augmentant la volémie, et donc c'est par ce mécanisme-là qu'ils vont entraîner une baisse de la pression artérielle. Et donc, ce sont des mécanismes de type mécanique qui sont présents. Donc, le principe de formation des bithérapies obéit donc au principe des paniers. C'est l'association des paniers A et des paniers B. Généralement, donc, les bêta-bloquants peuvent s'associer avec les intercalciés diurétiques, les IEC avec les intercalciés diurétiques, et notamment des récepteurs de l'angiotensin 2
avec les inhibiteurs KCD. Donc ça, c'est le principe des paniers thérapeutiques. Mais les recommandations de l'ESH, ESC indiquent les meilleures associations thérapeutiques. Et on nous dit que les antagonistes du système endothélium et les calcibloquants, donc l'association antagoniste ou bien bloqueur du système endothélium, c'est-à-dire IEC et AA2, sont préférables avec les calcibloquants en termes d'association thérapeutique. Et donc en vert, vous avez les associations qui sont recommandées. En pointillé, vous avez les associations possibles. Et en rouge, l'association qui n'est pas recommandée. Et donc en rouge, vous avez l'association antagoniste des récepteurs d'angiotensine 2 et IEC. Cette association n'est pas recommandée, d'abord parce qu'ils agissent sur le même axe endocrinien, système renin-angiotensine, aldostérone, les deux. Et puis, deuxièmement, on a constaté qu'il y a eu beaucoup d'effets indésirables, notamment l'apparition de syncope chez ces patients-là. Ensuite, l'hypertension artérielle, pour rappel, est un mécanisme multifactoriel qui va intervenir donc dans la survenue de l'hypertension artérielle. Les systèmes endocriniens vasoconstricteurs comme le système renin-angiotensine aldostérone en rouge sur le schéma, ou bien le système nerveux sympathique, ou bien le système vasopresseur, en vert qui seront donc exacerbés. En vert, ce sont les systèmes vasodilatateurs qui vont être minorés ou diminués. C'est le cas du donneur du monoxyde d'azote, c'est le cas de l'endothéline, c'est le cas des facteurs natriurétiques, donc qui sont vasodilatateurs, qui vont être minorés. Et puis, il y a les facteurs environnementaux qui vont agir aussi sur la pression artérielle. C'est le cas de l'air, de la pollution et du bruit. Et puis, il y a le style de vie et la génétique qui vont agir. Le style de vie, vous le savez, c'est le tabagisme, c'est l'alcool, c'est la consommation excessive de sel, c'est la sédentarité. Donc, tous ces éléments vont agir sur... donc, du fait que les mécanismes physiopathologiques sont diversifiés dans la survenue de l'hypertension artérielle, notamment l'hypertension artérielle essentielle, il est normal qu'on diversifie aussi les mécanismes d'action des antihypertenseurs. Il y a les antihypertenseurs qui vont agir sur le rein, c'est le cas des diurétiques thiazidiques. Il y a des antihypertenseurs qui vont agir sur le cœur, c'est le cas des bêta-bloquants, comme vous le voyez ici. Et les antihypertenseurs qui vont agir sur l'artériole sont les plus nombreux. C'est le cas des vasodilatateurs IEC, AA2 et inhibiteurs calciques. Et puis on a aussi les alpha-bloquants qui vont agir. Et puis il y a les antihypertenseurs qui vont agir au niveau du cerveau. Voilà donc leur efficacité. Donc voilà un peu leur efficacité. Maintenant, il faut savoir que dans différents niveaux de l'organisme, les antihypertenseurs centraux vont inhiber le tonus sympathique au niveau bulbaire, ici. Les diurétiques vont augmenter l'expression du sodium et de l'eau, ensuite faire baisser les résistances périphériques, artérielles périphériques. Les bêta-bloquants vont jouer sur la réduction de l'activité cardiaque et la production de rénine. Les IEC et les AA2 vont bloquer le système renin-angiotensine aldostérone au niveau des artérioles et vont entraîner donc une vasodilatation parce que
l'angiotensine est un vasoconstricteur puissant. Et puis, ils vont jouer aussi sur le rein parce qu'ils vont éviter la résorption hydrosodée. Et puis ensuite, les alpha-bloquants, ils vont jouer directement sur le muscle, sur les récepteurs alpha qui sont au niveau des artérioles, et les inhibiteurs calciques aussi vont jouer sur les muscles des, des artérioles. Donc voilà un peu comment vont agir les antihypertenseurs. Et donc, lorsqu'on fait une bithérapie, par exemple, IEC diurétique, on va agir sur deux pôles différents. Avec les IEC, on va bloquer le système angiotensin-aldostérone ou avec les ARD, et puis avec les diurétiques, on va augmenter la volémie. Maintenant, il faut savoir que la baisse de la volémie va entraîner ce qu'on appelle des phénomènes de contre-régulation. Donc, augmentation du système angiotensin, augmentation du système nerveux central, et donc va entraîner une augmentation donc, du système nerveux central et production aussi, une augmentation de la production de l'angiotensine 2, ce qui va entraîner une réaugmentation de la pression artérielle. Donc, il y a des phénomènes comme ça qu'on appelle de contre-régulation qui vont empêcher les monothérapies d'être pleinement efficaces. Et donc, en utilisant une bithérapie, on va bloquer ces phénomènes de contre-régulation parce que les IEC et les ARD vont bloquer aussi le système rénine-angiotensin-aldostérone et l'IEC dans la survenance dans la survenance de l'augmentation de la pression artérielle. Donc, il est donc intéressant, il est avantageux de faire une bithérapie pour bloquer ces phénomènes de contre-régulation. C'est aussi le cas de la solution IEC diurétique. Avec les IEC diurétiques, comme je l'ai fait tout à l'heure, il y a une synergie d'action. Il y a une diminution donc, du système rénine-angiotensin-aldostérone, une diminution de la particuline, il y a une diminution de la volémie. Et donc, ces systèmes-là ne seront plus vus. Il y aura donc une baisse de la pression artérielle. Des deux côtés, ce qui entraînera. Voilà. Maintenant, cet effet synergique aussi, et puis de lutte contre les phénomènes de contre-régulation, se voit aussi avec l'association d'hydropéridine bêta-bloquant. Notamment en cas d'utilisation de l'hydropéridine, on va jouer sur la vasodilatation en bloquant la contraction des artérioles. Et on va jouer aussi avec les bêta-bloquants sur le débit cardiaque en diminuant la volémie, en bloquant la rénine et aussi en bloquant le système nerveux sympathique. Donc cette action est synergique, on agit sur plusieurs mécanismes d'action de suivi de l'hypertension artérielle et on donne de meilleurs résultats du point de vue thérapeutique. Au niveau donc de l'association inhibiteur calcique et ARA2, il faut savoir que les inhibiteurs calciques et les ARA2 vont être des vasodilatateurs, mais les inhibiteurs calciques vont stimuler le système nerveux sympathique. Alors, on peut donner des bêta-bloquants pour bloquer, mais on peut donner aussi des ARA2 qui vont bloquer l'hyperactivité sympathique et donc ils vont limiter la tachycardie et l'augmentation pour réflexe de la pression artérielle. D'accord. Phénomène de contre-régulation, calcium bloquant ARA2. Il faut savoir que
les inhibiteurs calciques ont des effets indésirables, notamment, ils vont entraîner une artériodilatation avec œdème périphérique, et ce qui va euh, favoriser donc les œdèmes des membres inférieurs. Et avec les ARA2, par contre, on a une vénodilatation qui va atténuer donc le phénomène d'œdème périphérique. Et puis, l'amlodipine est efficace sur les sujets à aryline basse, alors que le valsartan, qui est un ARA2, est efficace sur les effets alpha, les effets est efficace sur les patients à aryline haute. Pardon. Le valsartan aussi va bloquer le système rénine-angiotensine adosant, ça va être bénéfique pour le rein et l'insuffisance cardiaque, alors que l'amlodipine, n'a pas d'effet. Donc, chez les malades en bithérapie fixe, qui présentent donc des signes d'insuffisance cardiaque, on peut faire cette association, non seulement pour baisser de façon plus importante, mais pour entraîner le bénéfice dû aux ARA2 dans l'insuffisance cardiaque. Donc, dans la vasodilatation des œdèmes des membres inférieurs, on sait que les calcibloquants vont entraîner une artériodilatation, ce qui va favoriser la vasodilatation, alors que les antagonistes des récepteurs vont entraîner une vasodilatation et une artériodilatation, ce qui va équilibrer donc le système nerveux périphérique et donc qui va limiter les œdèmes des membres inférieurs. Maintenant, quels sont les autres motifs concernant les combinaisons thérapeutiques? Bien sûr, en combinaison fixe, le traitement est plus simple qu'en combinaison libre. La compliance est meilleure, l'efficacité est égale que les combinaisons libres, la tolérance est meilleure, le coût est meilleur. Et malheureusement, la flexibilité n'est pas meilleure. Le coût est meilleur, mais la flexibilité n'est pas meilleure. Donc, quelles sont les caractéristiques maintenant et les propriétés des associations fixes? Pour réaliser une bithérapie fixe, les conditions d'une bithérapie fixe est que chaque composant de cette bithérapie doit être bien toléré, efficace et avoir un profil pharmacologique et pharmacocinétique comparable. Donc, les combinaisons fixes doivent avoir à peu près les mêmes profils pharmacologiques et pharmacocinétiques. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en termes de rapport pic-vallée, ce rapport pic-vallée doit être élevé sans épisode excessif d'hypotension artérielle. Donc, généralement, on associe des antihypertenseurs qui ont une longue durée d'action en combinaison fixe. Comme ça, on est sûr que les 2 médicaments seront prescrits une seule fois et non 2 fois, où on risque de modifier donc, la posologie d'une combinaison libre. Et puis, ils doivent être bien tolérés et ils doivent être efficaces. Voilà donc les recommandations sur la réalisation d'une bithérapie fixe. Donc, quand on analyse les bithérapies fixes qui sont sur le marché, on a des associations de diurétiques. Donc, je vous ai dit que on n'associe pas deux médicaments de la même classe, mais ici, c'est deux sous-classes qui ont des effets compensateurs, notamment les thiazidiques et les épargneurs de potassium. Les thiazidiques vont entraîner une perte de potassium, les épargneurs de potassium vont entraîner une rétention de potassium. Et donc, cette association a pour objectif d'équilibrer la kaliémie. Les associations bêta-bloquants diurétiques ou bêta-bloquants et inhibiteurs calciques sont aussi retrouvés sur le marché parce qu'ils ont amélioré l'efficacité tout en limitant
la réaction sympathique des inhibiteurs calciques. D'accord. Donc, on améliore ça et donc c'est efficace. Ensuite, association bêta-bloquant diurétique inhibiteur calcique limite la réaction sympathique. Parce que vous savez que les inhibiteurs calciques vont exacerber la réaction sympathique, notamment les dihydropyridines. Et donc, cette association va limiter cette action-là. Association inhibiteur calcique et diurétique, efficacité exclusive, on regarde seulement l'efficacité. Ce n'est pas une association qui obéit au panier thérapeutique, mais comme l'amlodipine est très efficace et l'indapamide, donc, ou bien les diurétiques sont très efficaces, c'est une association dans laquelle on vise l'efficacité, non les phénomènes de contre-régulation ou l'effet synergique. Ensuite, l'association IECA2 diurétique a pour objectif d'apporter une plus grande efficacité de cette association, donc action synergique, compensation des effets indésirables, notamment hyperactivité, calémie, donc vont être limités. Association A2, association A2-IEC avec inhibiteur calcique, excusez-moi, a pour but d'avoir une action synergique non d'efficacité et c'est a pour but de compenser les effets indésirables, notamment effets sympathiques au niveau des œdèmes des membres inférieurs. Donc, voilà un peu comment se font les associations et quelles sont les associations qui sont sur le marché. Mais depuis 2013, on nous dit que l'association gagnante, c'est celle-là, bloqueur du système rénine-angiotensine à l'autre seconde, donc IEC ou ARA2 associé aux diurétiques ou aux antagonistes calciques. Donc, c'est donc cette combinaison-là qui est gagnante. D'accord? Et donc, c'est celle-là qui est le plus recommandée, préférentiellement quand vous avez une hypertendue tout venant. En 2018, les recommandations ESH ont rebondi sur la bithérapie et donc la monothérapie a été abrogée, disons, le traitement, la stratégie de la monothérapie a été abrogée. Maintenant, quand on commence un traitement chez une toute hypertendue, on va commencer par une bithérapie selon les recommandations 2018, IEC, ARA2, plus inhibiteur calcique ou diurétique dans un seul comprimé. Donc, bithérapie fixe avec IEC ou ARA2 plus inhibiteur calcique ou IEC ARA2 plus diurétique. D'accord? Si ce traitement ne marche pas, on va passer à une trithérapie dans un seul comprimé. Alors, ça soit IEC ARA2 plus inhibiteur calcique ou diurétique, plus diurétique. Donc, on associe les trois IEC ou ARA2, inhibiteur calcique et diurétique. Maintenant, en cas d'hypertension artérielle résistante, on ajoute l'aspironolactone ou un autre traitement. Il faut dire que la monothérapie est encore recommandée dans ces recommandations de 2018, mais chez les patients qui présentent une hypertension artérielle grade 1 avec une systolique inférieure à 150 mm de mercure ou chez les patients âgés très fragiles de plus de 80 ans. Donc, vraiment, les indications de la monothérapie sont maintenant très limitées
et la bithérapie passe aux commandes. En 2023, les mêmes recommandations se sont reproduites par la Société européenne d'hypertension, qui recommande donc que l'on commence par une monothérapie dans, dans un seul comprimé, euh, une bithérapie, pardon, dans un seul comprimé. Cette bithérapie va associer IEC ou antagonise les récepteurs d'angiotensine 2, associé donc à un calcibloquant ou un diurétique en monothérapie, donc comme en 2018. Et puis en trithérapie, c'est l'association bloqueur du système rénine-angiotensine, aldostérone, plus diurétique, plus inhibiteur calcique. Et puis en cas d'hypertension à résistance, on ajoute la spironolactone ou on ajoute la spironolactone ou bien on ajoute un autre antihypertenseur d'une autre classe. Quelles sont les indications préférentielles des antihypertenseurs? Il faut savoir que les antihypertenseurs sont indiqués préférentiellement dans l'insuffisance cardiaque. Les antihypertenseurs qui sont indiqués préférentiellement dans l'insuffisance cardiaque, ce sont les bêta-bloquants, mais ce n'est pas tous les bêta-bloquants, ce sont les bêta-bloquants de l'insuffisance cardiaque. Pour mémoire, métoprolol, carvedilol, nebivolol et bisoprolol. D'accord. Ensuite, les diurétiques. Diurétiques, notamment thiazidiques ou bien épanol potassique. Et puis ensuite, on a les IEC et les ARA2. Ou les ARA2. Mais les ARA2 à une prescription moindre puisqu'ils n'ont pas autant démontré de bénéfices que les IEC dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Dans le post-infarctus, ce sont les bêta-bloquants et les inhibiteurs de l'enzyme de coagulation qui sont recommandés. Dans la maladie coronaire chronique, c'est les bêta-bloquants, les IEC et les inhibiteurs calciques. Dans le diabète, ce sont les bêta-bloquants, des IEC ou les ARA2 qui sont, pardon, ce sont les diurétiques. Excusez-moi. Dans le diabète, ce sont les IEC et les ARA2 qui sont indiqués en première intention. Et dans les néphropathies, c'est la même chose. IEC, ARA2. Dans la grossesse, c'est les inhibiteurs calciques. L'alpha-méthyldopaï dans une moindre degré, les bêta-bloquants. Donc, nous allons terminer ce cours par un ou deux cas cliniques. Monsieur F. I. 55 ans, tabagique, asthmatique, présente une douleur thoracique rétrosternale consécutive survenant à l'effort. La tension artérielle est à 150 sur 90 mm de mercure. La fréquence cardiaque est à 90 mm de mercure. Ailleurs, il n'y a rien à signaler. Prescrivez-vous un traitement médicamenteux? D'accord. Si oui, pourquoi? Quelle classe d'antihypertenseurs faut-il privilégier? Cas clinique 2, Madame AS, 50 ans, a des antécédents de diabète et est sous antidiabétique oral. Sitagliptin 100 mg, metformine 2 g. Elle est adressée pour HTA inaugural. La tension artérielle à 145 sur 90. La fréquence cardiaque à 12 battements par minute. D'accord. Les questions? Avant les questions, la biologie montre une glycémie à 1,45, l'hémoglobine glycée à 7,5%, la créate à 8 mg par litre. Quelle est votre attitude thérapeutique? Traitement médicamenteux d'emblée? Si oui, quelle classe thérapeutique
prescrit, pas proscrit, mais prescrit. Les associations fixes justifient leur prescription en première intention. L'échec de la monothérapie dans le contrôle moderne de l'hypertension, leur plus grande efficacité et leur bonne tolérance. Néanmoins, il faut savoir les prescrire selon le profil du patient, les évaluer et les surveiller. Pour cela, nous devons tenir compte des recommandations sur les monothérapies et sur les bithérapies, bien sûr. Nous vous remercions de votre attention.